RTL. Merci de rejoindre notre festival théâtral, car dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Michel Villermoz, qui incarne avec talent sur la scène de la Comédie Française le personnage le plus brillant du répertoire français, Cyrano de Bergerac. Voici vos grosses têtes. S'il avait continué à être comédien, les tournées l'auraient enrichi au lieu de vider son porte-monnaie. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Le genre de patron a proposé la débauche en même temps que l'embauche. Jacques Maillot. Bonjour. Bricoleur en électricité, en plomberie et en flèche assassine, Bernard Mabille. L'âge venant, il ne passe plus les troisièmes mi-temps qu'avec son labrador. Thierry Roland. Bonjour. Quand il roule au bois de Boulogne, les buissons étendent leurs branches pour caresser ses sacoches. Jacques Bellutin. Alors, du nouveau dans le langage, dans le comportement langagier, d'après des augures extrêmement autorisés, il y a une propriété purgative du gros mot. C'est-à-dire qu'il faut être grossier de temps en temps. Ça soulage. Constipé. Ça libère. C'est une façon d'éliminer des forces parfois obscures et quelquefois dangereuses. Oui. Alors, bon, les gros mots, il faut se mettre d'accord sur les gros mots. Hein. C'est lequel qui libère le mieux? Gros con. C'est-à-dire, le mot est préférable à l'idée. Je vous donne un exemple. Oui. Si vous dites maison de tolérance et matière fécale, c'est moins fort que bordel de merde, par exemple. Oui, d'accord. Ça c'est sûr. Oui, c'est évident. C'est plus long à dire. C'est plus long à dire. Il faut prendre le mot le plus grossier. Quoi. Oui, le plus grossier. Mais il faut pas le dire n'importe où non plus, hein, c'est ça. Il faut tenir compte aussi des tendances. Hein. Oui. Si vous dites zut, ça fait un peu vieillot. Ah ouais, Hein? ouais. Flûte aussi. Ouais. Aussi. Même Diantre. crotte de bique. Ah bah diantre. Ou parle sang bleu, alors là, c'est pour baladure, ça. Il n'y a plus que Jacques Maillot pour parler comme ça. Oui, encore, oui. En revanche, vous pouvez traiter quelqu'un de bâtard parce que les banlieues ont repris Oui, c'est revenu. C'est revenu à la mode. le langage médiéval. Oui. Ça, c'était typique. On peut traiter son boulanger de bâtard. Bâtard, ça vient surtout du rap américain, je vous signale. Mais c'était amusant en Algérie. À Alger, moi, quand je faisais mon service militaire, il voyait un petit dans une poussette, il faisait « Oh, le joli petit bâtard !» Et les parents étaient ravis. Et Bouffon aussi. Bouffon, c'est revenu. Bouffon, ça date de l'Ancien Régime. Ouais. Hein. Ouais. Bouffon. Ça date des rois de France. Et paltoquet, c'était joli. Pas le jockey, ça. Alors, les gens se précipitent, non pas pour vous foutre sur la gueule, mais pour chercher un dictionnaire. Ouais, c'était Jean Moi, Marchais. j'aimais Non, bien je vous conseille Charogne. Charogne, c'est Oui. pas mal. Charogne, ça fait bien. Moi, je tourne avec un metteur en scène, il disait « Mais arrêtez ce pandémonium !» Et personne ne savait ce qu'il voulait dire. Sagouin, c'est très vieux. Ah oui, mais c'est joli. Ah oui, oui. Ça dit encore, hein. Quel sagouin. Ouais, mais alors, le féminin, c'est pas joli. Mais Sagouin, le capitaine Haddock le disait dans les Tintins. Il y a aussi Avorton, mais ça me vexe plus depuis longtemps. Non. Fada. Ah, Fada, c'est à Marseille. C'est du midi, ça. C'est Depuis le Marseille, Corbusier qui avait construit la maison Ah oui, du Fada. Le Mais fada. ça, c'est oui, c'est du Elle est marseillais, complètement ça. fada. Alors, il est bon de proférer des injures ou des insultes à connotation sexuelle. Ah bah bien sûr, enculé. Petite bite. Ouais, ça, c'est- Ah oui, ça aussi. Ah, ça fait mal. Hein. ça fait mal, Ça fait mal. Évitez d'employer les deux en même temps parce que c'est pas possible. Oh là là. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Sur RTL, vos grosses têtes jusqu'à 18h. Aujourd'hui, Jacques Balutin, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille et Thierry Roland. Et bien sûr, Philippe Bouvard. Ça se passe à Padoue.
Alors, à Padoue, et pas sous l'égide du Mont Saint-Antoine, qui a d'autres chats à fouetter, il y a des prostituées qui se sont regroupées sur des artères de la ville. Autour du stade. Il connaît. Voilà. Il connaît les bonnes adresses. Demandez, il connaît les adresses. Voilà, c'était le guide de Thierry Roland. Ah ouais. Et alors ? Guide de la 3e mi-temps. Voilà, autour du stade. Alors, ces jeunes femmes qui exercent le plus vieux métier du monde ont voulu s'insurger parce que les clients en cours de négociation se voyaient verbalisés. Oh. Ah bah oui. Comme à Paris. Ils devaient payer une forte amende. Alors, pour les dédommager, tout client qui arrive chez une dame avec sa contravention se voit offrir gratuitement la prestation. C'est gentil. Ah, ça c'est sympa. C'est pas mal, ça. Ah ouais. C'est bien, ça. On l'a fait sauter, la contravention, de toute façon. Ah, c'est sympa, ça. Mais elle vérifie que c'est bien une contravention. Oui. Pas pour stationnement, Oui, pas pour stationnement illicite. pas pour excès de vitesse, parce que non. Ah non. Ah, c'est sympa. Ah, ça, c'est... On parle beaucoup de la contrefaçon. Alors d'abord parce que la loi est de plus en plus sévère sur la contrefaçon. Ensuite, parce qu'il y a à Paris un musée de la contrefaçon. Oui. Oui. Il paraît qu'il y a des faux socialistes en ce moment qui circulent dans Paris. Mais bon, moi j'en sais rien. Et qu'on expose des faux articles à Paris. Et on espère que ça donnera pas des idées aux contrefacteurs. Pour en savoir plus, je vais passer un coup de téléphone. Marc-Antoine Jamet, bonjour. Bonjour. Je vous appelle parce que vous êtes président de l'Union des fabricants et que vous devez réagir à cette exposition de faux articles. Vous trouvez ça souhaitable, oui ? J'ai cru comprendre que vous étiez sur les plus vieux métiers du monde. Alors il y en a un féminin que vous avez décrit, mais contrefacteur c'est l'autre. Malheureusement aujourd'hui il fait perdre à la fois des emplois et des investissements. Il vaut mieux réagir, oui, et essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de fautes, copies ou d'imitations. Un faux Philippe Bouvard, ce serait pire encore que de faux candidats. Oui, non, ça alors je suis pas d'accord déjà. Ça vous fait beaucoup. Vous adhériez à l'Union des fabricants. Dites-moi, mais il y a eu des lois de plus en plus sévères contre les contrefacteurs. On risque 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison, 500 000 euros d'amende ou 5 ans de prison si on fait partie d'un réseau criminel, d'un gang, d'une bande organisée ou si on récidive. Donc en effet, y compris la personne qui en achète, qui en diffuse, qui en consomme de la contrefaçon, de luxe, des produits automobiles, des jouets, risque des peines d'amende assez fortes et des peines de prison relativement importantes. À telle enseigne que dans des hauts lieux du commerce délictueux, comme Vintimille par exemple, il y a de moins en moins de gens et les douaniers sont en embuscade des deux côtés de la frontière. Il note votre numéro d'immatriculation du côté de Vintimille, de Bordighero, de San Remo, de Bordighera, et le divulgue aux douaniers français, aux policiers français, aux gendarmes français qui vous attendent de l'autre côté, ce qui n'est pas très agréable parce qu'on paye 2 amendes, le prix de la valeur authentique du produit que vous avez acheté, et puis d'autre part l'amende judiciaire que j'évoquais. Faut mieux faire attention. Oui, mais monsieur, à Séoul, il y a tout un quartier où ils vendent que de la contrefaçon. Alors le problème c'est que Séoul n'est pas en Italie, c'est devient plus difficile d'arrêter les voitures. Oui, ça il savait pas, Thierry. C'est Thierry, vous inquiétez pas. Il sait où Séoul. Il sait où sont les putes à Padoue, mais Séoul, ça, le pauvre Thierry. Non, mais il est visité le quartier en question, hein. Ah oui. Le problème, c'est qu'en effet, par exemple, les maillots de la Coupe du Monde de football étaient vendus en Allemagne avant même qu'ils soient sur le dos de Zidane pour ceux de l'équipe de France, qu'on a peur qu'avec la Coupe du Monde de rugby, il se passe la même chose à Paris, et qu'on est à peu près sûr sur les Jeux Olympiques de Pékin, et Thierry Roland a raison, les équipements sportifs, les vêtements de sport, les chaussures de sport, et notamment de football ou d'athlétisme, sont les premières choses qui sont copiées. Comme les grandes marques sont européennes, c'est un tout petit peu dommage quand même de voir un savoir-faire, une création, parce que généralement tous ces équipements intègrent pas mal de technologies. Or aujourd'hui, on peut tout copier, y compris les médicaments, hein. Et notamment sur Internet, malheureusement. Et ça, c'est dangereux, hein. On voit arriver des médicaments. Alors, il y a des médicaments qu'on appelle des médicaments de confort de vie, inducteurs sexuels, pour être clair, du Viagra. Oui. Mais il y a aussi des antibiotiques, il y a aussi un certain nombre de médicaments qui sont des médicaments qu'on donne à des enfants, des médicaments qui sont des médicaments contre les grandes maladies, contre le sida, contre le paludisme, qu'on trouve vendus sur Internet et qui ne contiennent que de la poudre de perlimpinpin. En plus, avec un faux Viagra, vous êtes ridicule, hein. C'est ridicule. Moi, je me suis fait refiler des... le monsieur est déçu. Je me suis fait refiler des faux suppositoires, ils étaient en bois, je vous raconte pas les échardes. Alors, les réactions des copiers diffèrent. On se souvient que Yves Saint-Laurent, c'est à lui qu'on prête cette formule, avait dit « Un couturier qu'on n'a pas envie de copier, c'est pas un créateur, c'est une couturière ». Donc, il y en a qui prennent ça pour un hommage.
l'hommage du vice à la vertu, la rançon de la gloire, ça commence à se diluer un tout petit peu à partir du moment où on a vu que des milliers d'emplois ont été au tapis, qu'il y a des entreprises dont les noms étaient très célèbres. Moi, je parlais de Moulinex, par exemple, qui, à force de ne pas vendre un seul des produits qui étaient soi-disant vendus sous leur nom et de ne pas les fabriquer, de les avoir vus copiés, transformés en faux, en imitation, ont été au tapis. Donc je pense que c'est un problème d'emploi, c'est un problème de croissance, c'est un problème de dynamisme. Et puis aussi, si on a envie de lire qu'un seul livre, d'écouter qu'un seul disque et de voir qu'un seul film, il n'y a qu'à laisser les copieurs. Ils n'ont rien pour la création, rien pour l'investissement. Ah, ça c'est vrai. Par définition, les copieurs sont pas des créateurs. Hein. Ils sont plutôt tournés vers le passé. C'est leur vocation. Sans ça, ça serait dommage. Mais enfin, le fait qu'une marque soit copiée prouve qu'elle a atteint une certaine notoriété et qu'elle connaît un certain succès. Mais prouve aussi que des milliers d'enfants sont en train de travailler dans des conditions que personne ne voudrait avoir, que dans des entrepôts qui sont infâmes et qu'on connaît à Shanghai, à Canton, à Shenzhen, des centaines de personnes sans aération, sans conditions de travail, fabriquent des faux, et que donc pour avoir un faux sac, on est en train d'investir dans les faux médicaments qui ne soigneront pas les gens, et que pour avoir un faux sac, on est en train très tranquillement d'exploiter des gens qui ont le même âge que les enfants d'un certain nombre de ceux. Est-ce qu'on organise toujours des autodafés, des bûchers d'objets saisis? On se souvient qu'il y avait eu une destruction massive de montres d'un grand joaillier. C'est vrai qu'à Cannes, on avait fait monter sur un seul et même rouleau compresseur Monsieur Estrosi, je crois Monsieur Loos et Monsieur Copé. On avait réussi à ne pas les écraser avec les montres, mais on avait fait des destructions en effet spectaculaires qui ont été organisées grâce au pouvoir public et grâce à l'aide qu'apporte les douanes, le ministère des Finances depuis quelques années à la destruction des faux, parce que tout le monde a compris que c'était détruire les faux, c'était créer des faux emplois qui sont en Asie du Sud-Est, qui exploitent les gens, et détruire de vrais emplois qui sont en France et dont on a besoin. Merci Monsieur Jamais, hein, et nous méfions des contrefaçons des grosses têtes. Hein. Aujourd'hui et jusqu'à 18h, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jacques Balutin et Philippe Bouvard. Notre auditeur du jour est Philippe Closset. Pour l'instant, il est assis dans la salle. Je vais lui demander de bien vouloir se lever et de nous rejoindre. Bonjour. Asseyez-vous, mon cher Philippe. Voilà. Alors, il est beau, il a une cravate. Il fait un col blanc, très secteur tertiaire. Hein. C'est le métier qui veut ça. Alors, le métier? La défiscalisation. Notre rêve à tous. Vous parliez d'impôts, c'est l'âge de faire payer moins d'impôts. Et ça coûte cher de faire payer moins d'impôts? Ah, ça coûte un peu cher pour celui qui investit, parce qu'il y a un support immobilier derrière. Ah bon, mais vous n'enseignez pas à tourner la loi? Non, pas du tout. Non, mais à en profiter. On profite des lois. Voilà. Et d'ailleurs, le nouveau président de la République, dans les premières mesures qu'il doit prendre, c'est de limiter à 50% les impôts par rapport aux revenus. Oui. Et surtout, de pouvoir déduire les intérêts d'emprunt par rapport à la résidence principale. Donc pour on ne pouvait pas les déduire, les emprunts, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, non. Uniquement pour la résidence principale. Ah oui. Donc pour nous, c'est un peu moins intéressant, mais... Ça va faire l'affaire de Thierry Roland, qui a toujours l'air un peu emprunté, hein. Ah, oui, mais enfin, c'est intéressant de pouvoir avoir moins d'impôts à payer. Et vous pourrez déduire aussi vos frais de dentier et de déambulateur. Il a un dentier, Thierry? Il a un claquoir, quoi. Oui. Et les frais de... Mais il y a quand même... pas mal de gens en France, ce ne sont pas les plus nombreux qui paient énormément d'impôts. Mon record, c'est quand même 270 000 € d'impôts. Ouais. Oui, ça fait beaucoup déjà. Hein. Et alors, grâce à vous, ils ne payent plus rien maintenant? On va dire un peu moins. Un peu moins. Ouais. Parce que si, comme il le veut, mais peu à peu, Nicolas Sarkozy supprime tous les impôts, ça va vous mettre au chômage, ça, hein? Non, parce que il en restera toujours de toute façon. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter pour être défiscalisé? Il fut un temps où on achetait des containers, où on achetait de l'immobilier dans les dom-toms. Moyennant quoi, pour économiser 50%, on perdait 100%. Voilà, c'est ça. C'était très bien, ça. Il y a eu de mauvaises affaires. Ah oui, plutôt. Des lois Malraux vendues 3 fois. Loi Malraux, voilà, très bien. Secteur sauvegardé dans les centres-villes. C'est-à-dire que pour résumer, de 1 000 € à 7 000 8 000 € d'impôts, c'est la loi de Messine ou la loi d'Eurobien recentrée qui a été modifiée l'année dernière. Oui, c'est très simple tout ça. Au-delà de 10 000 € d'impôts, vous avez monument historique ou la loi Malraux.
Alors, le monument historique, ça, quoi, il faut prendre une part de l'Arc de Triomphe? Non. Non, ce sont, il y a un peu de châteaux ou alors des appartements. Il faut acheter un château pour payer moins d'impôts. Oui. Voilà. Bah, dites En donc. fait, la toiture, je peux vous dire que vous payez moins. Hein. Non, en fait, on peut acheter une petite part d'un château. Généralement, c'est le château. Ceux qui achètent les châteaux n'ont aucun problème. Hein, ah oui, ils payent plus d'impôts après. Voilà. Ah, des dents. J'ai acheté la grille. Vous pouvez pas acheter un château, on ferait l'émission là-bas? Oui, on ferait le château des grosses têtes. Voilà, c'est très sympa. C'est joli comme titre en plus. Ah oui. Oui, ça s'appelle Star. On ferait des films. On ferait un centre d'accueil pour jeunes femmes de qualité. Voilà. Oui, délaissées. Faut pas que ce soit loin d'un stade, alors. Ça, on n'aura pas de tir. On pourrait acheter un stade. Bah oui. Oui. En tout cas, c'est un métier qui a bien marché. Mais avec le bouclier fiscal, ça va se calmer? Disons que la plupart des Français, étant donné qu'ils vont pouvoir déduire leurs intérêts d'emprunt par rapport à la résidence principale, et que le gouvernement, va pousser à. Donc à ce que on va acheter davantage, parce que comme on pourra déduire ça. Mais ça existait dans le temps, les intérêts. Oui, ça existait. Moi, quand j'ai acheté mes appartements, mais il y a longtemps. Je retirais les intérêts de mes impôts. Je peux rajouter quelque chose, M. Bouvard? J'ai presque envie de vous appeler Philippe, parce que j'ai assisté à la première émission des Grosses Têtes en 1978. Mais il avait quel âge? Alors, je vous connais. J'avais 17 ans à l'époque. Ah oui, je me disais. Je venais de ma province natale. L'émission était différente et pour moi, vous êtes un monument. Ah bah oui. Oui, il y a eu. Je vais prendre une part du monument. Je dis d'ailleurs aux jeunes filles intéressées que si elles viennent me visiter, elles ne paieront rien. Absolument rien. C'est un très beau monument, ceci. Oui. Ah, vous étiez de la première. On était au moins deux. Hein. Il y avait Monsieur Balutin déjà. Ah, c'était pas la première alors, parce que moi j'étais pas là la première. Non, mais Monsieur Closset a dit 78, or nous avons commencé en 77. 17 avril. Vous avez donc raté les premières émissions, mais moi aussi. Mais vous étiez jeune. Merci Monsieur Closset. Merci à vous. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h, c'est sur RTL. Tous les jours, RTL vous en offre plus. Ça peut vous arriver. Vous défendez un maximum de gens comme moi qui sont impuissants. Avec Julien Courbet. On n'a pas toujours un avocat ou un juriste sous la main. 9h30, 11h30. Nous sommes très heureux pour vous et si nous avons pu vous rendre service, sachez que nous en sommes vraiment très très heureux. Du lundi au vendredi sur RTL. Aujourd'hui, vous bénéficiez de la chère présence de Jacques Maillot, de Jean-Jacques Perroni, de Bernard Mabille, de Thierry Roland et de Jacques Balutin. Et puis notre invité d'honneur qui me fait chaud au cœur car c'est depuis très longtemps le premier invité qui fait partie de la Comédie Française que je reçois. Notre premier subventionné délègue rarement ses meilleurs acteurs. Or, il se trouve que chaque soir, après avoir séduit le public de Cyrano, il tente d'apprivoiser le hasard. C'est Michel Villermoz. Asseyez-vous et en selle pour le Radio Rodéo. Michel Villermoz, quelle différence entre jouer au théâtre et jouer au casino? Il y a il y a le risque, hein. Oui, un peu plus de risque, oui, a priori, pour le portefeuille, ouais. C'est-à-dire que quand on joue au théâtre, on gagne de l'argent, quand on joue au casino, on en perd souvent. Voilà, hein. c'est peut-être le point, le lien entre les deux. Oui, c'est ça, on peut dépenser assez Mais vite. ça indique que dans les deux cas, et bien qu'adulte, on continue à vivre dans un univers ludique. Oui, tout à fait. Oui. J'ai commencé avec le théâtre et c'est vrai que puis voilà, je considère un peu la vie. Oui, on va dire la vie. Comment on devient sociétaire de la Comédie Française? D'abord, on est pensionnaire. Voilà, hein. oui. Déjà, on a un contrat de 2 ans quand on rentre dans cette maison. On est en tant à que l'essai. pensionnaire. Voilà, c'est ça, à l'essai, puis renouvelable ou pas. Puis après, il y a un comité au mois de décembre. Alors le comité, ce sont les gens de la Comédie Française qui se font pas toujours des cadeaux entre eux. Hein. Non, c'est vrai. Ça peut être assez cruel. C'est une espèce de conseil de classe qui a lieu tous les mois de décembre. C'est ceux qui vous mettent à la retraite aussi un jour? Aussi, oui, tout à fait. Bon, enfin, au moins, là, s'il y a un coup en vache, on sait d'où il vient et qui il faut remercier.
Oui, on peut le savoir assez vite. Oui. Alors, pensionnaire, on n'est pas obligatoirement nommé sociétaire. Hein. Non. Soit on est renouvelé en tant que pensionnaire, soit on est remercié, soit on est. Il y en a qui restent pensionnaires 10 ans et plus. Hein. Plus, oui, bien sûr, des grands pensionnaires, ce qu'on appelle les grands pensionnaires, qui restent même 15 ans pensionnaires. Est-ce qu'il est exact aux Français, les sociétaires et les pensionnaires n'utilisent pas le même ascenseur ? C'était vrai, vraiment, oui, quand au début, quand il y avait des ascenseurs, ou vraiment au début des ascenseurs, non, c'était vrai, oui, il y avait les pensionnaires et les sociétaires ne devaient pas se croiser. Les pensionnaires n'avaient pas le droit d'aller dans le foyer des comédiens, où les sociétaires seuls avaient le droit de se reposer, de discuter entre eux, et les pensionnaires n'avaient pas le droit de rentrer sans la permission d'un sociétaire qui les y invitait. Voilà. Donc ça a un peu changé quand même. Oui, la hiérarchie s'est un peu assouplie. Oui. Moi, je suis resté 8 ans pensionnaire, j'ai tout redoublé. Alors. Comment entrer à la Comédie Française? Il y en a qui entrent dès la sortie du conservatoire, c'était pas votre cas. Non, c'était pas mon, comme me l'avait proposé à la sortie du conservatoire, mais j'avais refusé. Moi, le conservatoire est là pour ça. Au départ, le conservatoire était le vivier qui devait pourvoir la Comédie Française de jeunes comédiens. Mais sinon, c'est par parrainage, par disons rencontre, surtout ou un metteur en scène qui invite quelqu'un qui vous voit jouer et puis qui se dit tiens, il serait bien. Il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un dans un certain emploi. Exactement. Voilà, ça se fait comme ça. Et vous, quel est votre emploi? J'ai pas vraiment d'emploi. Après ça, des grands premiers rôles. Voilà, c'est bien, c'est un bel emploi, ça. Hein. Voilà, c'est vrai que Cyrano, c'est pas le dernier rôle. Un grand premier rôle. Voilà, combien de verres? 1600, non? Quelque chose comme ça. Oui, il y en a pas mal, ouais. Oh, je pourrais pas les boire tous. Et il paraît qu'on a un peu coupé, mais c'est difficile de couper dans Cyrano. On a coupé, un petit peu arrangé, modernisé pour tout le premier acte qui se passe dans le théâtre. Denis Podalides, le metteur en scène, a réécrit un petit peu quelques vers pour remoderniser, parce qu'il y avait des citations non de Rostand de la fin du 19e, d'auteurs ou de comédiens qui maintenant nous parleraient absolument pas. Et puis du coupé. Alors quels sont les noms que vous citez au début? D'Ormesson, comme académicien, puisque à un moment les acteurs sont là sur scène, pas les acteurs, les spectateurs de la représentation de Montfleury qu'il va donner, qui constitue le premier acte, voient dans la salle des spectateurs illustres. Donc là c'est d'Ormesson, puis Jean Pia, on y a un hommage aussi un coup de chapeau c'est ça, des gens à de des amis. Loana, non, pas de. Non, Loana, non, on ne la cite pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la Cicciolina. Avez-vous été déçu que le jury des Molières ait récompensé de nombreux artisans de ce Cyrano et pas vous? Oh bah oui, un peu déçu, bien sûr. Ouais, bien sûr. Parce que dites donc, alors on a presque récompensé tout le monde. Il y a eu Éric Ruff, le second rôle. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il joue, lui? Christian. Ah bah oui. Il y a Éric Ruff, le même, c'est le même ou c'est un homonyme? C'est le même. C'est à la fois décorateur et comédien. Ouais. C'est rare, hein, ça. C'est très rare, oui. Ah oui, chez Savary, je crois qu'il y en avait un qui faisait ça aussi. Oui, c'est possible. Oui, mais c'est très rare. C'est rare. C'est très rare. Ensuite, le metteur en scène, là, votre vieil ami Podalides. Bon, le créateur des costumes, Christian Lacroix, le créateur des lumières. Oui, Stéphanie Daniel. Et puis l'entreprise collectivement, autant que théâtre public. Bon, ça fait donc 6 Molières. 6, oui. Et puis alors celui qui transpire, et je crois que c'est le mot qui convient le plus, n'a rien eu. Ben oui, c'est comme ça. C'est un peu l'ironie, de l'histoire, mais enfin bon, c'est pas plus grave que ça. Voilà. Et puis c'est très bien, ils l'ont donné à quelqu'un qui avait besoin d'encouragement, qui débute dans le métier, Robert Hirsch. Donc. Ah oui. Ils auraient pu faire un hommage à Robert Hirsch. Oui. Enfin, je sais pas. Oui, mais il se trouve que Robert Hirsch joue aussi une pièce. Non, mais voilà, c'est comme ça. Il avait déjà eu un. En plus, on aurait pu rendre davantage hommage à votre conscience professionnelle, puisque vous portez à la ville le nez de Cyrano. C'est vrai, pourquoi vous dévoilez ça? Enfin, non. Vous aviez un appendice prédestiné, hein? Oui, un bon nez, mais enfin bon nez. Oui, non, c'est vrai que je suis le seul ici à avoir un nez comme ça. Oui, non, je regarde mes camarades, non, c'est vrai que... Oui, non, j'ai un bon nez. On vous envie parce qu'il y a un gros nez, un grand nez. C'est vrai, c'est pas faux, je vous le confirme. C'est pas faux. Vous avez l'autre qui a toujours des délires sexuels, là. Il a un bobinard dans la tronche, le pauvre Bernard, alors. J'habite à côté d'un stade. Ce qui n'a pas empêché votre metteur en scène de vous dessiner un nez postiche. Oui, non, il fallait en rajouter un quand même. Là, c'est à côté, bon, c'est vrai que j'ai un bon nez, mais
de la salle, il faut que ça soit visible du fond de la salle des spectateurs, donc il faut quand même rajouter quelque chose. Est-ce que ça permet de se moucher et d'éternuer, ce nez postiche? On se mouche, c'est pas facile, on se mouche un peu comme quand on est sur un vélo, c'est-à-dire, on bouche une narine et puis on souffle, c'est un peu comme ça, Oui. Mais pas sur scène quand même. Non, on évite. Enfin, ça m'est arrivé sur scène. Si on me retourne très rapidement. De dos. Un peu de dos, très vite comme ça. Oui, non, ça arrive. Ça arrive aux comédiens même sans nez. Absolument. Oui. Pas à vous, mais à certains de vos prédécesseurs que le nez tombe, qu'il soit mal collé, que. Ça a pu arriver. Non, il est très très bien collé. Non, il tient très 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 bien. Il est très léger, une espèce de mousse de latex et c'est très confortable. C'est arrivé à Michael Jackson. Ouais. Ah oui. 16h, 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Jusqu'à 18h, vos grosses têtes aujourd'hui, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jacques Balutin et l'invité d'honneur de Philippe Bouvard, Michel Villermoz de la Comédie Française. Question de Madame Girardin de Lyon, qui a dit « La belle époque, c'est maintenant. Une époque où la moindre des choses vaut beaucoup d'argent et où beaucoup d'argent ne vaut pas grand-chose. » C'est mort? C'est mort. Et la profondeur de cette remarque risque de vous égarer. C'était très profond, alors. C'est très profond et il n'avait pas la réputation de... Frédéric Dard? Non, il avait la réputation de jouer davantage avec les mots qu'avec les... Raymond DeVos? Raymond DeVos? Non. Oh. Pierre Dac? Pierre Dac. Bonne réponse de Jacques Maillot. Et la deuxième citation envoyée par Madame Roche, qui a dit « Une carrière réussie est une chose merveilleuse, mais on ne peut pas se blottir contre elle la nuit quand on a froid. » C'est mort, ça aussi. C'est mort, c'est bien Mort de froid. Mort de froid, oui. C'est un homme? Une femme, et elle voulait dire par là que c'était très joli, Sarah Bernard. une grande réussite, mais que ça remplaçait pas une vie privée. Comédienne? Colette? Comédienne. Edwige Feuillère. Non. Bien avant. Française? Arletty? Pas française. Ah. Pas française. Mais West? Mais West. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah ben oui. Oui, mais c'est joli, hein. Oui, comme quoi, il y a des actrices qui, sans leur dialoguiste, arrivent à dire des choses assez profondes. Regardez Sophie Marceau. C'était une femme intelligente, Marilyn Monroe. Oui, mais c'était joli ce qu'elle avait dit. Elle a fréquenté des grands intellos aussi. Oui, tout à fait. Miller, c'était pas n'importe qui. Hein. Joe DiMaggio, un peu moins quand même. Il était sympa comme mec. Qu'est-ce que vous pensez des metteurs en scène intellos? Il doit y en avoir, hein? Oui, il y en a. Peut-être de moins en moins, j'espère. Mais c'est vrai que oui, il y a eu toute une ère du metteur en scène. Ça a l'air de passer de mode un peu. Oui, je pense que le comédien... Les Claude Régis, les machins comme ça s'en va un peu. Oui, déjà, naturellement. Oh bah vous êtes jamais tombé sur des metteurs en scène intello? Non, jamais. On s'est jamais fréquenté. Non. Compte tenu du répertoire que vous avez servi, qui était plutôt porté sur la rigolade. Un peu, oui. Mais bon. Mais c'est pas un reproche. Hein. Mais je sais bien, ça me gêne pas du tout. Non, mais qu'est-ce que vous reprochez aux metteurs en scène intello? D'être intello ou metteur en scène? Disons d'éloigner un petit peu le spectateur des théâtres. Voilà, déjà, c'est tout. Voilà, on s'emmerde. Enfin, voilà, ce qu'on peut s'emmerder très fort. On peut avoir des grandes émotions au théâtre. Ça peut être l'endroit le plus génial où on peut avoir des émotions extraordinaires, et puis aussi l'endroit où on peut vraiment se faire chier. Et c'est terrible quand on s'ennuie au théâtre. On s'ennuie davantage qu'au cinéma. Parce qu'au cinéma, on peut se barrer. Dans le noir, vous levez, vous tirez. Et puis il y a toujours quelque chose. On souffre physiquement avec les comédiens. Oui, non, ça peut être terrible. Je vais maintenant appeler au téléphone un de nos amis les plus chers et les plus anciens, qui fut un temps assez long, surtout pour les comédiens et les auteurs, un redoutable critique dramatique, c'est Jean Dutour. Oh non. Vous n'étiez pas encore en exercice quand il est... Oh là 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 là. Il était très gentil. Oui, mais il faisait aussi des papiers terribles. Il était très... Je veux dire, c'était intelligent ce qu'il disait. Il disait pas de n'importe quel con. Non, mais je veux dire, il fermait pas. Il expliquait. Il était très gentil, surtout avec moi.
Alors comme ça, je lui ai dit. Monsieur Dutour, bonjour. Ouais, bonjour Monsieur Bouvard. Je suis pas si méchant que ça. Hein. Non, je l'ai dit, t'as entendu, Jean. Hein, j'ai Oui, dit que t'étais très gentil avec moi en plus. Ah bah avec toi, j'étais spécialement gentil. Oui, alors, là, oui, t'as été dire. toujours très gentil. Vous n'ignoriez pas que quelques années plus tard, vous le retrouveriez aux grosses têtes. Je le prévoyais, oui. Alors, question de Monsieur Vérin. Dans la Rome antique, qu'était une naumachie? Un combat naval dans le cirque, dans le Exactement, un spectacle de combat naval. Bonne réponse de Jean Dutour. Question de Monsieur Poupert. Quel personnage logeait dans le château de la misère? Le baron de Stigognac. Qui était plus connu sous le nom de... Capitaine Fracasse. Eh ben, on pouvait pas mieux répondre que Jean Dutour. À ces deux questions, pas si faciles. Non, pas si dur, faciles. dur même. Vous voyez quand vous voulez, Monsieur Dutour. C'est pas quand je veux, c'est quand je peux. Vous pouvez toujours, mais parfois vous pensez à autre chose. Hein. Merci, Monsieur Dutour. À demain. À bientôt. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Non, j'en rajoute pas, c'est déjà assez long comme ça. Demain, il y aura un enregistrement des grosses têtes. Rendez-vous à 10h dans le grand studio de RTL. Je vous rappelle notre adresse, 22 rue Bayard. Nous sommes à Paris, dans le 8e. Ça se passe à Katmandou. Vous voyez où c'est, Thierry, Katmandou? Oui, Népal. Oui. Où sont les putes à Katmandou, Thierry? Autour du stade. Comment vous allez à Katmandou en sortant d'ici? En aéroplane? Non, vous sortez à gauche ou à droite? En aéroplane. En aéroplane. C'est pas arrivé, hein. Non, vous êtes déjà allé là-bas? Non. 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 Ils jouent pas au foot là-bas? Si, au Népal. Comment au Népal? Ouais, ils jouent. Bah, dis. Ils jouent. C'est un pays où ils boivent pas. Ils ont le Népal. Oui, voilà. J'attendais celle-là. Elle est venue. Hein. Alors, il y a au centre de Katmandou la statue d'un dieu hindou qui est une statue que les autochtones surveillent particulièrement. Parce qu'en 1934, à la veille d'un grand tremblement de terre, la statue a commencé à suer. À exsuder, plus exactement. En 2001, elle a remis ça et c'était à la veille du massacre au Palais Royal. Vous savez, il y a un membre de la famille qui a tué 9 autres. Moi, j'étais à Château-Chinon il y a 15 jours le dimanche, devant la statue de Mitterrand. Elle s'est mise à suer le soir. À la fin du deuxième tour. Il faut bien surveiller la statue parce que le jour où elle va péter, ce sera la fin du monde. Et bien là, de nouveau, elle s'est mise à exsuder. Alors on se demande qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Alors une fuite d'eau, mais enfin bon. Bah, c'est peut-être les grandes vagues, là. À Katmandou, il y a des grandes vagues? Non, mais il y en a eu ailleurs. Non, mais il y en a eu dans le secteur. Ah oui. Des tsunamis? Ouais. Non, mais là, ça concerne plutôt le pays, visiblement. C'est haut, en plus, Katmandou. Ah oui. Oh là! Oh là! C'est une vague de 3000 mètres. C'est plus haut que le Mont-Saint-Michel. Ah oui. Oh là! Pour arriver à vélo, hein. Oh là! Alors, des nouvelles du prince Harry. Il n'ira pas en Irak parce qu'il est menacé de mort. Attends, ils ont retrouvé. Pire, il est menacé d'être enlevé et qu'on demande une rançon. Il ira en Afghanistan. C'est plus riant. L'Afghanistan, c'est courageux parce qu'il voulait y aller. Il voulait y aller. Oui, non, il savait qu'on l'empêcherait. Il est troisième sur la liste. Non, il est bien. Le coup Irak pas, je sais pas, non. Vous trouvez que c'est bien, vous, Thierry? Moi, je trouve que c'était bien qu'il veuille y aller. Oui, t'as raison. Mais c'est bien qu'on y envoie pas. Mais c'est mieux. Cela dit, il est militaire, hein. Alors, bon, les militaires, quand il fait son service militaire. C'est quoi la capitale de l'Afghanistan, déjà? Kaboul. Tu sais où sont les putes à Kaboul, Thierry? Oui, autour du stade. Mais qui a été très démoli. C'est dans les ruines. Ah, Kaboul, c'est démoli, Mais les putes sont toujours autour du stade? Non, mais souvent. Mais il y a des... Non, lui, quand il va au stade, elles se mettent autour du stade quand elles savent que Thierry Roland vient. Et là. Voilà. Parce qu'elle dit, bon, une fois qu'il aura fini son commentaire, bon... Il fait son commentaire depuis le Taliban de touche. Ah oui. T'es un peu gardien de pute, quoi. Oui. Est-ce que vous êtes, vous, porté sur les marques? Vous savez, les jeunes, notamment... les Vignon, machin chose, tout ça. Oui.
Parce que il paraît que ça fait des ravages. Ouais. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est une forme de snobisme, elle coûte assez cher. Oui, parce qu'en plus, ils vous foutent sur la gueule pour le prendre à votre enfant. Et là, il y a un faux sur deux aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des faussaires. Oui, J'ai été invité par un grand marchand de chaussures à une cérémonie qui a lieu périodiquement dans un palace parisien. En grande pompe. Et à la fin du repas, tout le monde cire ses souliers en rythme pendant qu'un orchestre joue une musique Ils vous offrent un repas, mais la viande, c'est de la semelle, non? Ah, c'est formidable. Vous avez mangé des pieds paquets? Non, mais c'est formidable. Vous avez l'estomac dans les talons? Ouais. Et alors, je voudrais vous signaler aussi, mais bon, ça va pas vous intéresser, le grand retour en force du bouton de manchette. Ah, si, vous aimez beaucoup ça? Ah oui, je trouve ça joli comme tout. C'est difficile à porter quand tu mets des t-shirts, mais... Oui, mais c'est tu joli. peux les mettre dans la poche. Très Quand joli. tu es en smock, c'est quand même plus joli d'avoir des boutons de manchette que des pètes de machin comme ça. Très joli. C'est joli, des boutons de manchette. Et alors, il y a un cadeau à faire à Jean-Jacques Perroni. Allons-y. C'est le bouchon de manchette en forme de tire-bouche. Ah oui, ben ça se fait beaucoup. Oui, c'est joli. C'est bien, mais ça va se oui. nicher. Si ça se trouve, on peut même pas déboucher un litron avec leur truc. Ah non, non, En argent massif. Hein. Et le soir, après 23h, ça fait boucle d'oreille. Vous avez le bouton de manchette avec boule et chaînette. Ah oui, c'est dégueulasse. C'est classique, ça. Ouais. C'est assez beau. Hein. D'ailleurs, joli. c'est griffé par les plus grandes marques. C'est érotique, ça. Oui. 2 boules et une chaînette. C'est Et boule puis de alors, geisha. vous avez le bouton de manchette napoléonien avec des abeilles empire sur la face visible. Vous avez Ça- les boutons de manchette pour égoutier avec des mouches à merde en argent. 16h, 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. La suite de vos grosses têtes avec l'invité d'honneur, Michel Villermoz de la Comédie Française. Puisqu'on en est à... On est dans le coin. On en est aux particularités sémantiques. Il y a une étude sur le vouvoiement. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Ça Alors disparaît. le vouvoiement ou voussoiement, parce que les Ouais. deux Les se deux disent, Oui, se dit. est en perte de vitesse. Et Alors il y a que les il y a Chirac. encore des familles, par exemple, chez les De Gaulle, on se disait vouvoie. vous. Chez les Chirac aussi. Il y a longtemps. Hein, Il y a Chez Chirac, longtemps. De Gaulle, Il y a Chirac longtemps. aussi. Chirac se dit vous à madame. Ah, madame, et elle lui dit vous aussi. Mais peut-être pas tout le temps. Attendez, Ben, c'est ça qui nous a toujours chagrinés. Dans les moments d'amour. On sait pas. Giscard, vous voyez son chien. Oui. Et d'ailleurs, Giscard se vouvoie lui-même quand il se parle. Il a... Vous êtes beau. Vous êtes beau. Je vous trouve formidable. Oh. Non, il vous voyait Anémone, sûrement. Ah bah oui. Elle n'a pas une tête à se laisser tutoyer. Hein. Oh là là. Vous vous rappelez je sais pas quand François Mitterrand a été élu président de la République, il y a Edgar Faure qui lui a téléphoné, lui a dit dis donc François, est-ce qu'on continue à se tutoyer? Et Mitterrand lui a répondu vous faites comme vous voulez. Ah ouais. Ah bah, ça rappelle le fameux entretien télévisé. Oui, vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Oui, oui. Ah bah oui. Même Hein. procédé. C'était Thierry Roland. C'est le même procédé. Il est fabuleux parce que avant il se réveillait que vers la fin de l'émission. Maintenant, au début, il est Oui, frais. il est là, frais. Ah, il est Parce bien. que c'est un homme qui dort bien, qui a la conscience pure. Oui, c'est vrai. Vous voyez quelqu'un? Si je vous vois quelqu'un. Moi, vous êtes le seul que je tutoie dans l'équipe. Ouais. Parce qu'autrement, je dis vous à Monsieur Balutin, Monsieur Mabille, à Monsieur Perroni, à Moi, Monsieur Maillot, mais moi, par respect. Ouais. Oui. Ouais. Moi, il y a le pape, je tutoie le pontife, mais c'est rare, quoi. Je le lance. Alors, les nouveaux parents, même d'origine aristocratique, tendent à dire à leurs enfants que on peut faire litière de cette politesse un peu surannée. Hein. C'est José Bové qui fait surtout litière. C'est joli faire litière. Mais je trouve ça beau, le vouvoiement. Moi, je trouve ça bien. C'est pas mal, hein. Ça y est, C'est bien. il va En délirer dans le plus- sexuel, là. Si, Mais la langue anglaise est mieux parce qu'il n'y a pas si de au il y a lendemain pas- de la nuit de noces, la jeune fille dit à son nouveau mari « Vous étiez formidable », elle donne l'impression qu'ils étaient plusieurs. Eh oui. Oui. Eh, Mais Thierry a raison, c'est bien en anglais, parce qu'en anglais, il n'y a pas. eh oui, en anglais, il n'y a pas. Il n'y a que le vous. Ah mais il paraît qu'on tutoie Dieu en anglais. Ouais, Oui. THU. THU. Tu. Tu. Ah oui. Avec un T majuscule. Quand on va au CHU, c'est qu'on est malade. Hein. Aussi. C'était Jacques Maillot. Ça c'est nouveau et pour l'instant c'est pas chez nous, c'est à Johannesburg. Le gouvernement met en garde les employés, surtout ceux du secteur tertiaire,
qui ont pris l'habitude de donner tous leurs coups de fil personnels pendant les heures de bureau. Ah oui, ça se fait pas. Ça se fait pas chez nous. Ça se fait beaucoup chez nous, monsieur Mabille. Beaucoup. Vous avez pas souvent la sécurité sociale. Beaucoup. Alors, ça coûte très cher à l'entreprise, près de 20% de la note téléphonique globale. Ça coûte très cher à l'entreprise parce que ça réduit la productivité. Oui, entre ceux qui sortent fumer sur le trottoir et ceux qui téléphonent, Ah oui. Ça fait 5 heures de moins par jour de boulot. Ceux qui jouent sur Internet. Plus ceux qui s'attardent un peu dans les commodités. Ou au distributeur de café. On est à 7 heures, là. Oui. Ceux qui se font gâter par la secrétaire. Bien sûr. Voilà. Alors, sur les 35 heures, mes enfants, ça fait plus beaucoup. Ah bah oui. Ceux qui appellent Martine Aubry pour la remercier, ils sont à 2 heures par semaine, dites donc. Alors, vous savez comment on identifie les gens qui se rendent coupables de tels agissements téléphoniques? Ah non. Alors, l'administration de l'entreprise a sous les yeux le relevé périodique des communications de téléphone avec les numéros demandés. Et quand c'est le même numéro qui intervient tous les jours et qu'il correspond au numéro personnel de l'employé, on en conclut qu'il téléphone à sa femme. Ça vous est jamais arrivé, les uns et les autres, d'appeler chez vous depuis votre lieu de travail? Moi, je travaille jamais. Comment voulez-vous que j'appelle? Non, moi j'appelle quand je vais chez les gens. Ah oui? Ah oui, ça c'est sympa quand ils ont le dos tourné. Oui, non, même pas. Tiens, je reprends bien un scotch. Je peux passer un coup de fil, s'il te plaît, oui. Allô, Robert, t'as beau temps à Nouméa? Oh, les gars, ils sont là. C'est Robert, il est à Nouméa, je vous le passerai tout à l'heure. Ça m'est arrivé. Le cher Léon Zitrone, quand il venait ici, il arrivait toujours un peu avant l'émission. Mais souvent, un bon moment avant. Je lui disais, pourquoi Léon? Mais il disait, parce que comme ça, je peux appeler mes enfants. Il y en a eu un qui est en Espagne, l'autre qui est aux États-Unis. Et puis après l'émission, il m'invitait à déjeuner quand il avait un surplus de tickets restaurant. En Iran, vous évoquiez, cher Jean-Jacques Perroni, les vélos voilés. Oui. Eh ben, on y est. Ah bon? Car ils roulent avec des roues voilées. Aujourd'hui, on fabrique des vélos islamiques pour les femmes qui sont censés dissimuler leur forme grâce à une cabine qui couvre la moitié du corps. Oui, on appelle ça une voiture. Non, parce que il y a que 2 roues, il n'y a pas de moteur. Et la pauvre fille, elle pédale dans sa cage de bois. En bois en plus. Ça va être bien. Alors, avec sa Gurkha, je présume. Ah bah oui. Elles vont tous se casser la gueule. Je sais pas si vous êtes au courant. Attendez, pédaler avec la robe qui se prend dans le pédalier, dans une boîte où on voit rien. Il va y avoir du macabé, mes enfants. Non, mais ils sont en plein progrès là-bas. Vous vous rendez compte où ils en sont, hein? Oh là là, c'est pas terrible. Hein. Faudrait qu'on leur envoie nos mini-jupes, hein? Oui. Oh là là. Oui, ça les soulage. Pourquoi vous avez des mini-jupes, vous, Philippe? Ah oui, au bois. Au bois le soir, avec ses barésilles. Le président iranien en mini-jupe, ça lui irait bien. Hein. Ah ouais, charmant. Puis des belles idées. Puis social, hein? Il enrichit même l'uranium. Oui, non, sympathique. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 7 jours sur 7, c'est sur RTL. Nous sommes dans le grand studio RTL jusqu'à 18h. C'est vos grosses têtes. Philippe Bouvard et aujourd'hui Jacques Balutin, Thierry Roland, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille et son invité d'honneur, Michel Villermoz, pour la pièce Cyrano de Bergerac à la Comédie Française. Alors, à la tête de la Comédie Française, il y a l'administrateur général. C'est une administratrice. Voilà, Muriel Mayette. Qui vient de la troupe. Qui vient de la troupe, ça fait 20 ans. Elle est rentrée très jeune. Et dans le public, on la connaît pas beaucoup. Non, on la connaît pas parce qu'elle a joué essentiellement à la Comédie Française. Elle a monté des spectacles, c'est un metteur en scène aussi. Vous regrettez l'époque où tous les sociétaires étaient aussi de grandes vedettes de cinéma? Oui, moi j'aimerais bien, qu'il y ait une possibilité, de tourner un peu plus facilement. Vous avez le droit d'aller tourner un film? Bien sûr. Ah oui, mais il faut demander la permission. Voilà, il faut demander, on a une demande de congé à faire signer à madame l'administrateur. Voilà, pour pouvoir... Alors, il y a eu un administrateur général qui, un jour, a rencontré un général. Et l'anecdote a été contée ici même par Jean-Claude Brialy. Et c'est l'histoire très mignonne du général de Gaulle qui va au théâtre de français. Il va voir Nicomède, la pièce amusante de Corneille, pour voir. Et c'était Maurice Escande qui était l'administrateur de la Comédie Française. Et au moment du Conseil des ministres, puisqu'on nomme, c'est le président de la République qui nomme l'administrateur, sur la demande de Malraux,
On avait proposé Maurice Escande, mais quelqu'un avait dit, Monsieur Escande a une vie un petit peu étrange. Il paraît qu'il aime les jeunes gens. On l'appelle le carrefour des enfants perdus à la Comédie Française. Est-ce que vous croyez que pour représenter la plus grande scène française, etc., le général a dit oui, mais je sais qu'il a été blessé à la guerre de 14-18, il avait fait de la résistance, il était l'ambassadeur du théâtre dans le monde. Finalement, à l'unanimité, on nomme Monsieur Escande administrateur de la Comédie Française. Et la première de Nicomède, le général était très heureux, il connaissait tous les vers, il se fait présenter les sociétaires et les pensionnaires à l'entracte. Et puis à la fin du spectacle, il regagne sa voiture dans la cour du Louvre. Madame de Gaulle dit « Oh, vous savez quel plaisir vous avez fait au président, au général, il est tellement heureux, quelle belle troupe, c'est merveilleux la langue de Corneille. » Enfin bon, elle monte dans la voiture et le général de Gaulle, qui avait rien oublié de rien, se tourne vers Maurice Escande et lui dit « Ah, je vous ai pas demandé, monsieur l'administrateur, mais comment va madame ?» Et Escande lui dit « Je vais très très bien. » On a vu une avec De Gaulle aussi. De Gaulle et Pompidou à l'entracte. Vous la connaissez, à l'entracte du partage de midi, là, de Claudel. Oui. Ils sont tous les deux aux toilettes. Aux toilettes, oui. Dans des vasques voisines. Voilà. Et Pompidou se retourne vers De Gaulle et lui dit belle pièce, hein, mon général. Et De Gaulle lui dit s'il vous plaît, tournez-vous. Ça fait partie de notre patrimoine. Je reviens aux Molières. Est-ce qu'il y a avant les prix sur scène, des magouilles en coulisses? En coulisses, non. Non, officiellement, pas en coulisses. On veut dire que non. c'est sérieux. Non. Qu'est-ce qui vote pour les Molières? On sait pas. Il y a 1700 votants. On sait pas qui. Il y a des comédiens. Moi, je vote plus. Vous votez plus? Il m'envoie plus. Ah oui? Ah bon? Non, c'est bien. Il m'envoie pas ni pour les Molières ni pour les Césars. Je me demande ce que je fais dans ce métier. Oui. Il y a des metteurs en scène, des directeurs de théâtre, il y a pas mal de gens, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde. Enfin, la profession est loin d'être représentée. La profession est loin d'être représentée. Vous considérez-vous comme un fonctionnaire? Non, pas vraiment, non. Vous êtes payé par l'État? Absolument. Vous avez la retraite très tôt et une vraie retraite? Voilà, je suis payé 12 mois, oui, tout à fait. Ah, vous touchez des 12e en plus, hein, maintenant que vous êtes sociétaire. Voilà, c'est ça, on a des parts, alors ça c'est très compliqué, on a des 12e de parts de bénéfices de la société. Vous êtes intéressé aux bénéfices? Exactement. C'est comme à la loterie nationale, on touchait bien des 12e, non, quand on gagnait? Les 10e. Les 10e, voilà, c'est ça. Vous avez des tickets restaurants, des choses comme ça? On peut avoir, oui, on a surtout une cafétéria, voilà, où on peut manger pour un prix très raisonnable. C'est-à-dire combien? Donc, pour 5-6 euros, on a un bon repas. Bon, voilà. Mais on en a pour 5-6 euros dans l'assiette aussi. Hein. C'est pas non plus d'une qualité. Non. Voilà. Non. C'est pas. Faut dire qu'il y a beaucoup de restaurants autour. Ça friserait la concurrence déloyale. Hein. Oui. Un jour, on est nommé doyen. Voilà. C'est beau être de doyen de la Comédie Française. Hein. C'est qui actuellement? C'est Christine Fersen. Catherine Samy, après 50 ans de maison, a pris sa retraite. 50 ans de maison. Elle a fait un jubilé en janvier. Et depuis, c'est Christine Fersen. Voilà, qui est donc la plus ancienne dans la maison. Pas forcément la plus âgée. Pas forcément l'acteur. La plus ancienne dans la maison. Dans la maison, c'est ça. Vous êtes combien de sociétaires? De sociétaires, on est 39. Et pensionnaires? Quinzaine de pensionnaires. Il y a beaucoup moins de pensionnaires. On doit être 55, je crois. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Pour assurer, parce que vous avez fait des spectacles dans 3 salles? Dans 3 salles, plus des tournées. Mais Muriel Mayette a l'intention vraiment d'engager encore un peu plus pour arriver à une troupe d'une 60aine de comédiens. Qu'elles viennent ici. Il y a de très bons comédiens. Je verrais bien Thierry Roland faire sur le tard. Dans le dormeur du Val. Mais non, trop vieux. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 7 jours sur 7. C'est sur RTL. Il y aura un enregistrement des grosses têtes demain. Rendez-vous à 10h dans le grand studio de RTL. Philippe Bouvard, ses sociétaires et puis ses invités d'honneur. Demain, par exemple, Nelson Montfort à l'occasion de Roland-Garros qui débutera le 27 mai jusqu'au 10 juin. Et puis Charles Pasqua sera là aussi pour parler de son livre qui s'appelle Ce que je sais. Rendez-vous donc demain dans le grand studio à RTL à 10h. Le canard, vous savez, le canard a de grandes leçons sexuelles. Le canard WC? Non. Le canard. La bébête? La bébête. Le sucre qu'on trempait La bébête a de grandes leçons sexuelles à nous donner. Bien sûr. D'abord parce qu'il a un grand sexe. D'abord sur la modération, parce que le canard qui ne pense qu'à ça a souvent une paralysie des pattes. Sans blague. Non, mais on sait que le canard n'arrête pas. Oh là là. Dès qu'il a un moment, hop,
Et la Cannes, qui est trop sollicitée. Et c'est son festival en ce moment. Surtout la... Et il y va tellement qu'il a le col vert, d'ailleurs. Vous parlez de la canne blanche ou de la canne de couleur? La canne ordinaire, qui se voit sollicitée 10 fois par jour. Vous vous rendez compte. Elle en a 10 fois par jour. Alors, c'est pour ça que quand elle voit arriver le paysan, ça les ferait plus du tout. Elle va arriver légionnaire, elle se marre. Sauf si le paysan a une commode. Elle a la canne et lui, il a la béquille. 10 fois par jour. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette pauvre canne? Non, mais c'est les canards aveugles qui font l'amour avec les cannes blanches. Alors, tout ça pour vous dire, c'est une particularité anatomique extraordinaire qui confirme que la nature fait bien les choses. Oui, elle a le cul en zigzag. Presque. La nature a doté les cannes d'un vagin avec des diverticules latéraux en cul-de-sac. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? Des roulements à billes. Non. Il croit qu'il est dedans, il est à côté. Hein, c'est ça? Ah, mais ça m'est arrivé, moi, ça déjà. Ah ouais. Moi aussi. Je croyais que j'étais dedans, j'étais dans le sable. Alors, le canard. Sur la plage à Cannes. Le canard qui peut allonger son pénis à volonté. Oh là là. Oh le vénard. Oh là. J'en avais une toute petite, ça faisait 1 mètre, on était des putains par an. Le canard peut s'insérer dans la canne, qui ne peut pas s'y opposer. Ben non. Sauf qu'une fois qu'il a terminé et qu'il se retire, généralement à la campagne, au bord de l'eau. La canne, elle fait au cul parce que la canadaire. Ah oui. La canne, à ce moment-là, se contracte. Et elle l'emmène au commissariat. Oui, mais parce que la canne à soif, c'est la canne bière. Bravo, Thierry. Tenez-vous bien, c'est là où je voulais en arriver et ça a été difficile. Et souvent, la canne est diabétique, c'est la canne à sucre. Ces rainures se contractent et expulsent la semence du canard. de l'amant non désiré et on peut bien le dire abusif. Voilà. Ça remplace le bidet, quoi. C'est ça. Alors qu'elle est dans l'eau. Ah non, elle est pas dans il y a l'eau. des cannes à terre. Elle se fait au sec, même. Ah non, dans l'eau. Ah bon? Oui, j'en ai vu. Bah, regardez au bois de Boulogne, enfin. Ah bah non, mais c'est des canards spéciaux au bois de Boulogne. Oui. C'est les canards brésiliens, là-bas. Attends. Il y a une certaine... Non, j'ai déjà vu des canards se monter dessus dans l'eau, enfin, arrêtez. Enfin, il y a beaucoup de barbarie là-dedans. Je crois qu'on a tout dit sur le canard. Non, on n'a pas dit une chose essentielle, c'est que, voilà, quelques jours, quand il y a eu la passation des pouvoirs à l'Élysée, il a emmené ses canards. Le président Chirac n'a pas recommandé les canards du bassin de l'Élysée, comme Mitterrand l'avait fait. Ce sont des canards enchaînés. Ah, je sais pas, mais alors il y a une vingtaine de canards qui sont très sympathiques. Est-ce qu'ils ont été vendus à la Tour d'Argent? Ah, c'est possible. Non, ils sont là. Mais non, ce sont des canards rares à l'Élysée. Mais s'il court derrière Sarkozy, ils vont avoir affaire, parce qu'il y va pépère. Il va faire son jogging dans le parc de l'Élysée. Mais il va pouvoir faire son jogging dans le parc de l'Élysée, parce que c'est non. Oh, il n'est pas grand, le parc de l'Élysée. Il préfère aller au bois. Il en fera plusieurs fois le tour. Il fait plusieurs fois, puis c'est tout. Non, mais combien d'hectares le parc de l'Élysée? Il est plus petit que celui de Matignon. Matignon, c'est beau. Matignon, il est très beau. Moi, j'y suis allé l'autre fois. On était ensemble avec Perroni. On était ensemble à Matignon, Perroni et moi. Ah bon? Oui, on bavardait avec Villepin, on l'a dit. Je lui dis, quand je vous appelle et que vous tournez au bois, vous pourriez me répondre. Il m'a dit, mais vous avez des casques et des lunettes, on vous reconnaît pas. Alors le coup d'après, je lui ai fait, ouh, la médaille! Il m'a reconnu. C'était très bon, hein, Perroni. Ah oui, on a bien bouffé. On a bien bouffé. Ouais. Mais à quel titre vous étiez On était invités. Mais à quel titre? Parce que Jean-Paul Belmondo recevait la plus haute distinction de la Légion d'honneur. Et on est des copains à lui, on y était. Ouais, dites donc. Voilà. Ah oui. C'est très sympathique. C'est une façon de récupérer un peu de vos impôts, quoi. Exactement. Moi, je me suis il m'a dit le C'était bon. Oui, c'était très bien. Le champagne était délicieux. Et il m'a dit, je lui ai dit, non, c'est quand même plus agréable d'habiter là qu'à Boulogne-Billancourt. Il m'a dit non. Si je vous montrais les appartements, c'est une honte. Oui.
C'est vrai que c'est pas très beau. Il paraît que c'est très laid. Mais le salon en bas, c'est beau. Ah oui. Mais le parc surtout. Oh, le parc. Tout est dans le salon. Oh, le parc. Puis il y a un petit pavillon, vous avez vu, dans le jardin, où on peut aller prendre le café. Mais là, maintenant, ils ont mis des pelles et des râteaux. Et plus si affinité. Et plus si affinité. Et 6 secrétaires. Mais je suis doublement rentré dans mes impôts parce que je me suis fait ramener par une voiture de Matignon. Une ambulance alors? Non. Une belle voiture blindée avec moi, je suis allé à Bercy l'autre jour, je suis vraiment rentré dans mes impôts. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Vos grosses têtes jusqu'à 18h. Jacques Balutin, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland, Jacques Maillot et Bernard Mabille. Et l'invité d'honneur, c'est Michel Villermoz de la Comédie Française. Les gens de la Comédie Française ne font plus partie des people aujourd'hui, hein. Vous n'avez pas d'actrice ou d'acteur qui défraye la chronique. Non. On a parlé de Marina Hans à un moment, parce qu'elle avait eu le César, la meilleure comédienne, qui est une formidable comédienne. Donc il y a un petit coup de projecteur sur Marina Hans. Qui est fille d'une sociétaire. La fille de Ludmilla Michael. Ah oui, qui était très bonne comédienne. Et très belle femme. Les deux, la mère et la fille, mais la fille, elle est bien. Oui, c'est vrai que ça. Elle est magnifique. Alors, Rob, comme ta braguette, arrête de t'exciter quand même. Là, il y avait une amorce de people, mais ça n'a pas été très loin. Hein. Des grands séducteurs, qu'est-ce qu'il y a à part vous? Non, pour maintenant, non, il n'y a pas. Non, on avait parlé de Francis Huster à un moment. C'est pas si vieux. Oui, mais il n'y est plus. Il n'y est plus. Non, mais non. Francis voilà, Huster, oui. Ça a été un des derniers à être pipolisé. Hein. Oui. Il y avait vraiment ses fans qui l'attendaient à la sortie, les fans et les femmes qui l'attendaient. Vraiment, c'était une espèce de Bruelmania, enfin, à la Comédie Française. À la Comédie Française. Avec Huster. Oui, tout à fait. C'est le dernier, oui, c'est sûr. Alors là, nous avons une rubrique People en difficulté, qui est d'ailleurs alimentée quotidiennement, et nous le déplorons parce que nous sommes des gens de cœur. D'abord, Paris Hilton, condamné à 15 jours de prison, ramené à 23 jours pour bonne conduite. Ah bah tant mieux. Alors qu'elle conduisait en état d'ivresse. Attendez. Faut pas emmerder le monde, non? Elle a tué personne. Non, mais elle aurait pu. Hein. Elle aurait pu, mais elle l'a pas fait. Donc on passe l'éponge et ça s'arrose. Moi, j'ai une faiblesse pour Paris Hilton. Parce qu'elle boit? Non, parce qu'elle est bête. Ça doit pas faire de mal à la tête de tringler avec elle. Et Nancy Novotel, elle est jolie aussi. Nancy Novotel, Nancy Novotel, elle est charmante. C'est la catégorie. Oui, et puis il y a Sophia Sofitel aussi. J'ai connu Pauline Ibis. Germaine Formule 1 est très sale. Dégueulasse. Oui, mais puis elle ferme tôt. Oui, mais on peut la payer avec sa carte bleue. Et ça, c'est très agréable. Non, mais la pauvre Paris, moi, elle me fait de la peine, vous voyez. Je la prendrais bien chez moi à la recueillir. C'est terrible. Corinne Formule 1, vous mettez votre carte de crédit directement dans la fente. Absolument. Voilà, on l'avait évité celle-là. On l'avait pas dit. Oui, parce qu'elle a déjà la puce. Alors bon. Et puis alors, autre people en difficulté, c'est Sylvester Stallone. Alors il a fait un carton avec son. Il allait. Où est-ce qu'il allait? Il allait. Comment? En Australie, non? En Australie. Il sort en Les douaniers ont fouillé ses bagages. Ah oui, il y a un peu de coke. Ils ont saisi une substance qui est interdite. C'est des hormones de croissance. Ouh là là, c'est pour les muscles. Ça veut dire qu'il se shoot. Testostérone. C'est pour la muscu. Exactement. C'est pour la muscu. Testostérone. Ah oui, bien sûr, c'est ce que prennent les rugbymen. En Australie, c'est bizarre parce que là-bas, les rugbymen, ils en prennent. Officiellement. C'est pas bien méchant. Très bizarre. Ah bah si. C'est pas très méchant la testostérone. Non. Enfin, tous les culturistes. Ils en prennent tous. C'est quand même. Mais ça fait vraiment grandir? Non, c'est pas pas ce que vous croyez, non. Non, c'est gonfler les muscles, ça fait gonfler les muscles, mais pas non. Pas tout ça. Je vous donnerai autre chose pour si vous voulez. Un escabeau, par exemple. Il y avait à la Comédie Française, dans certains emplois, des sociétaires qui étaient des rondeurs. Hein. Ah bah oui. Il y en a encore aujourd'hui? Ah oui, il y en a un qui a été engagé qui joue Ragno dans le pâtissier. Le pâtissier, Grégory Gadebois, qui est un formidable comédien. Et qui est bien enveloppé. 130, 140 kilos à peu près. Là, on peut pas le distribuer dans Chérubin. Hein. C'est compliqué, C'est un peu compliqué. Pour 1 mètre combien? 1m50? Non, il est assez grand. Il doit faire 1m75 ou quelque chose comme ça, à peu près 1m75. Mais il fait bien 120 kilos, facile.
La scène du duel, on y a renoncé ? On la joue, oui, mais enfin, elle n'est pas traitée comme par le passé, où il y avait un maître d'armes qui réglait le duel. On a eu un maître d'armes, mais le combat à l'épée en lui-même intervient simplement à la fin. Actuellement, on trouvait ça avec Denis, c'est tellement difficile de faire un combat qu'on y croit au théâtre avec 2 épées. Et avec ce qu'on voit au cinéma maintenant, tous les trucs, voilà, c'est pour qu'on y croit, où il aurait fallu bosser 6 mois. Et être vraiment très 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 fort pour que ce soit vraiment spectaculaire, que les gens aient peur. Donc on a essayé de détourner ça. Puis il le blesse plus, ce Valvert. Cyrano le blesse plus avec les mots qu'avec la lame, vraiment, qu'avec la pointe de l'épée. Commande du 4e au 5e acte, indiquez-vous le vieillissement du personnage? Je me blanchis les cheveux un peu, et puis je descends ma voix un petit peu. Je la mets un peu plus dans les basses. Elle est un peu plus fatiguée aussi parce que c'est un homme mourant qui arrive au 5e acte, qui sait qu'il va mourir. Donc il a une voix un peu plus fatiguée. C'est très beau, dans les basses. Oui, c'est magnifique. Oui. Oh là là. Et c'est plus facile à jouer. Là, on récolte tout ce que normalement on a semé pendant les 4 premiers actes. C'est au 5e acte où je suis simplement assis dans mon fauteuil et j'ai qu'à me laisser mourir et à pas me laisser piéger par l'émotion du tout, justement. Voilà, et c'est assez agréable. C'est assez agréable parce que d'entendre les mouchoirs, les sacs des spectateurs qui s'ouvrent, les mouchoirs, les gens pleurer, c'est assez jubilatoire. Ah vraiment, ça pleure dans la salle. Ah oui, ça pleure. Ah oui, ça pleure vraiment. Ouais. Ah oui. Ça, c'est hommes et femmes. Ce qui est un peu gênant, c'est que le type qui est mort, qui revient saluer au moment des rappels, là, c'est le théâtre. Ah bah oui, c'est le théâtre. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 7 jours sur 7, c'est sur RTL. Michel Villermoz, pensionnaire à la Comédie Française, est l'invité d'honneur de Philippe Bouvard jusqu'à 18h. Présent également sur le plateau Thierry Roland, Jacques Balutin, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot et Bernard Mabille. Je vais maintenant passer un coup de téléphone. Moi aussi, vous voyez, je passe des coups de téléphone pendant les heures de bureau. Oui. Et en profitant de l'abonnement de mon employeur. Mais là, on est en plein festival de Cannes. On sait que le symbole permanent du festival, c'est le tapis rouge, et on ne sait rien sur le tapis rouge. Christophe Arnoul, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bouvard. Alors, je vous appelle parce que vous êtes le directeur technique du Palais des Festivals et parce que nous sommes fascinés par ce tapis rouge. On n'est pas les seuls d'ailleurs, hein, parce que bon, pendant le festival, c'est là que passent toutes les stars. Oui, c'est là que passent toutes les stars. C'est vrai qu'il y a déjà toutes les stars dessus et des milliers de gens autour qui sont, comme vous dites, fascinés par ce Combien de mètres fait-il ? Au total, on va dire si on parle sur la manifestation globale, on doit écouler entre 9 et 10 000 mètres carrés de moquettes pour ce tapis. Mais pendant une année, alors ? Ah non, pendant le festival. Sur le festival du film. Mais pourquoi ils ont les pieds tellement sales ? Il faut le changer tous les jours ? Non pas qu'ils aient les pieds sales, mais que le festival tient absolument que chaque film ait un tapis propre, neuf, pour sa représentation. Ah, dites donc, on change le tapis tous les jours ? Alors, on le change plusieurs fois par jour. Oh là là, j'aimerais bien être tapis rouge. Le nombre de petites culottes célèbres qui voient. Ouais. Ah oui. Vous changez plus de tapis que moi de slip, hein. Ah ça. Mais je sais pas si les stars marchent sur votre slip, par contre. Oui. Il faut dire que la couleur de l'accessoire vestimentaire de Monsieur Perroni est très différente. Hein. C'est plutôt vers c'est du noir. Oui. De longue durée. Longue durée. Oui, mais voilà, le soir ça passe mal avec les caméras et les photos. Il vaut mieux un bon rouge vif. Ah, le rouge va avec tout en plus. Ouais. Enfin, le tapis rouge, c'est une vieille histoire. Hein. Dérouler le tapis, tout ça, ça remonte très loin, bien avant le Festival de Cannes. Alors, ce qui est aussi remarquable, c'est que même quand il n'y a pas le Festival du film ou d'autres manifestations, ce tapis reste et qu'il est peut-être encore plus fréquenté. Complètement. Disons que quand on se promène aux abords du Palais des Festivals, les questions souvent qui reviennent vers nous pour des gens même étrangers, hein, bien souvent étrangers, nous disent où sont les marches ? Où sont les marches ? Et les gens veulent absolument se faire prendre en photo sur les marches. Oui. Ah oui, il y a toute la famille qui défile. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des photographes professionnels qui viennent aussi ? Non, ça, il y en a pas. Il y a quelques lancements de publicitaires pour des produits bien ciblés,
où là effectivement ils font quelques prises de vue sur les marches, mais ça reste occasionnel. C'est beaucoup de touristes qui viennent, comme à Paris on vient voir la Tour Eiffel, à Cannes on vient voir les marches du Palais des Festivals. Or, ce sont des marches tout à fait ordinaires, hein. Elles sont jolies quand même. Non. Oh, mais si, c'est jamais que des marches. La Tour Eiffel c'est que de la ferraille, c'est comme si... Évidemment, mais bien sûr. Et le Sacré-Cœur, un machin dégueulasse, une charcuterie... Jolie meringue. Ah oui, tu parles. Est-ce qu'on s'habille toujours autant pour les projections? Ah, complètement. C'est tenue de soirée obligatoire. Et alors, vous avez vu Sharon Stone? Personnellement, je l'ai vu de loin sur des écrans, puisque je rôde pas trop dans les zones où sont les vedettes et les stars. Mais oui, je suis au courant qu'il y a toutes les vedettes qui passent. Ah ouais, dis donc. Elle était à la fois habillée et pas très habillée, hein. Ça, je vous laisse juger. Hein. Les robes de soirée des grands couturiers sont souvent très peu fournies en matière. Vous vous souvenez de cette actrice qui était venue avec un décolleté fessier? Je crois que c'est Mireille Darc. Elle avait la robe du Grand Blond. La robe du Grand Blond, elle avait. Victoria Abril. C'était superbe. Il y a eu Victoria Abril aussi. Victoria Abril aussi. Mais ce sont des souvenirs que vous voudriez avoir, monsieur Arnauld, ça quand même. Ce sont les bons comtés du métier. Certainement. Mais encore une fois, on n'approche pas toutes ces personnalités. On est là pour mettre le tapis et s'effacer ensuite. Alors vous faites la lessive à la main, quoi. Non, parce que c'est des produits qui sont consommables. Voilà. Une question que Jean-Jacques Perroni n'ose pas vous poser. Est-ce que parfois... après un gala, il y a des tâches suspectes sur le tapis. C'est dommage qu'on soit par téléphone, je vous aurais montré les photos. Bravo, monsieur. Merci, monsieur Arnauld. Bien sûr que non. Ah oui, il peut se passer toutes sortes de choses. Surtout qu'il y en a qui arrivent passablement éméchés. Hein. Vous avez monté les marches? Si, je les ai montés. Ah si, alors c'était pour comment je me suis disputé de Desplechin il y a quelques années. Monté et descendu, ouais. Ah il faut bien repartir après. Non mais je dis descendu parce que c'est plus impressionnant de les descendre, je trouve, à la fin du film que de les monter. Parce que quand on se descend les marches, donc on est face et on voit la foule qu'il y a. Autrement on voit pas, oui. Et c'était impressionnant. J'en étais avec Denis Podalides, on descendait ces marches et... on sortait du film où, comme toujours à Cannes, il y a des applaudissements extrêmement nourris qui durent très 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 longtemps, mais qui ne veulent absolument rien dire. Donc j'étais avec Denis Podalides et on s'est dit voilà, le film est un succès, c'est formidable, c'est incroyable. On sort donc et on commence à descendre les marches et là, plein de photographes se mettent vraiment à 10 mètres devant nous et commencent à nous photographier partout. Et avec Denis, on se regarde, on se dit c'est passé un truc, je pense qu'on nous a revus dans le film, ça y est, c'est parti. Je crois que c'est parti pour nous, c'est sûr, parce que tous ces photographes, on était inconnus en montant les marches, maintenant, en les redescendant, tous ces photographes, c'est un truc incroyable. Puis à un moment, il y a un photographe qui fait un signe de la main, comme ça, qui dit, poussez-vous, s'il vous plaît, poussez-vous, dégagez. Donc, et tous les photographes commencent à vraiment nous dire, poussez-vous. Puis on se retourne avec Denis, parce qu'il fallait qu'on se pousse, et il y avait Naomi Campbell, qui descendait derrière. Donc, voilà, on s'est regardé, on s'est marré avec Denis, puis ça nous a remis vraiment dans la réalité du métier. Voilà. Et ça a été un succès, le film? Oui, c'était un succès, mais c'est tellement bizarre, Cannes, c'est tellement, oui, tout le monde se lève, c'était un accueil triomphal. Alors mais c'est à la durée des applaudissements que ça se juge. On nous avait dit là vous avez eu 10 minutes d'applaudissements, ce qui est pas beaucoup parce que hier ils ont fait 15 minutes d'applaudissements. C'est quand même donc ils ont un peu plus de chance pour un prix. Mais c'est un peu tellement enfin ça fait partie. Ouais, c'est bizarre quand même. Un peu bizarre, oui. Et on peut pas en déduire que c'est si quand il y a quelques applaudissements, ça vaut mieux que quand il y a rien quand même. Oui, il y a dû avoir des mais c'est très bizarre. Moi, souvenir un peu comme vous tous de Piala, moi ça m'avait un peu choqué. Quand il engueulait les gens là. Enfin non, c'est lui d'abord, c'est lui qui s'est fait engueuler d'abord. C'est les gens qui l'ont engueulé. Oui, c'est lui qui voilà. Pierre. Alors, ce qu'il leur avait répondu était très bien. Il a dit mais moi aussi je ne vous aime pas. Sachez que si vous ne m'aimez pas, moi je ne vous aime pas non plus. C'était très bien. C'est pas mal. Oui, c'est bien, moi je trouve. Ça manque un peu ça manque des Piala. Enfin, son cinéma puis l'homme aussi qui ose, qui a vous voyez ce que je veux dire. Je peux le dire. Comme Hollande qui avait dit je n'aime pas les riches. Hein. Oui. Lang a dit ça?
Hollande. Hollande. Parce qu'il adore les riches, Lang. Ah bah oui, il aime tout le monde, Lang. On n'en entend plus parler, il nous manque. Attendez, il va y avoir législative, il va bien être forcé de causer un peu. Il se représente, non? À Boulogne. Oui, sûrement. Boulogne-sur-Mer, pas Billancourt. Il va peut-être se faire un petit sous-secrétariat d'État après les législatives. Vous pensez que... Ce serait bien que Nicolas le recase. Ah oui. Il nous manque, là. On se laisse un peu pousser les cheveux et on dirait André Rieu. Voilà. C'est vrai. Il jouait du violon. Voilà. Moi, il me rappelle Freddy, le mec des films d'horreur, un peu. Ah oui, il y a un peu de ça. Oui. Freddy en vacances chez les Givarons. Oui, il y a ça. RTL, 16h, 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Pendant les grosses têtes, pendant l'émission, entre 16h et 18h, si vous allez sur rtl.fr, vous pouvez cliquer directement sur la photo de Philippe Bouvard. Là, vous tombez directement sur la page des grosses têtes. Et je vous rappelle que vous pouvez proposer vos questions et tenter de gagner 300 €, bien sûr, si vous collez les grosses têtes. Et vous pouvez aussi proposer vos histoires drôles et tenter de gagner cette fois 100 €. À l'occasion de la pièce Cyrano de Bergerac à la Comédie Française, Michel Villermoz est l'invité d'honneur de Philippe Bouvard jusqu'à 18h. Alors, est-ce que Rostand voyait son héros comme vous? C'est-à-dire moins flamboyant, plus émouvant? Parce qu'on en a fait un bravache longtemps, hein? Oui, on joue un petit peu le côté flamboyant, un petit peu comme ça, dans les pleins, un peu vraiment en avant, avec du jarret, comme on dit. Voilà. Or, il y a des moments extrêmement émouvants, surtout quand on les met en valeur, hein? Oui, c'est un personnage assez fragile, donc il y a toute une part d'ombre, de souffrance du personnage, mais qui est contenue dans le texte, voilà, qui apparaît peut-être un peu plus dans mon interprétation et puis dans ce qu'on voulait faire avec Denis, c'est vrai, une fragilité. C'est vraiment le chef-d'œuvre absolu. D'abord, ça n'a pas vieilli du tout. Non. Ensuite, il faut se souvenir que la première représentation était triomphale. Il y a eu, 30 ou 40 minutes d'applaudissements. Ah oui, dès le premier acte, parce qu'il y avait des entr'actes après chaque acte, et dès le début, ça a été un succès. On a décoré l'auteur Edmond Rostand dans les jours qui ont suivi. Plus tard, il a été élu à l'Académie alors qu'il avait 34 ans. Tout à fait, oui. On a rarement vu un pareil triomphe au théâtre. Il s'en est jamais remis, même Rostand, de ce succès. C'est l'homme d'un succès, parce qu'après ses pièces... il a écrit L'Aiglon, qui a eu quand même du succès. Chanteclair, plus du tout. Ça reste l'homme d'une pièce. Oui, mais enfin, c'est déjà bien d'avoir fait cette pièce-là. Hein. Mais il l'a écrit à 28 ans, ce qui est quand même assez jeune, et il s'en est jamais remis de ce succès. Vraiment, c'est jamais. Comment a-t-on construit le carrosse de Roxane ? C'est bricolé un peu. Ouais, bricolé dans une vision un peu plus poétique. On appelle ça un tuk-tuk. C'est comme une espèce de carrosse avec des ailes. Voilà, qui est une espèce d'hommage comme ça, comme si elle avait survolé le. Il y a des roues de vélo. Oui, des roues et puis des ailes. Voilà, c'est une espèce d'objet volant non identifié qui est plutôt poétique que réaliste. Dites donc, c'est une double performance pour vous. D'abord, mémoire, hein. Faut. Ouais, ça va, ça c'est un peu le métier, c'est un peu notre métier. Oui, sauf que 1600 vers, c'est beaucoup quand même. Non, j'en dis moins. C'est plus facile d'apprendre des vers que de la prose. Hein. Oui, il y a des repères quand même. C'est assez facile à apprendre, hein. C'est un texte assez simple, enfin, dans sa construction. Connu, même des gens qui ne l'ont pas joué le connaissent. Hein. Oui. La tirade d'aîné, que c'est beau, hein. C'est pas mal, ouais. C'est pas ce que je préfère dans la pièce, hein, la tirade d'aîné. C'est vraiment un exercice de virtuosité comme ça. Il y a un vers de la tirade d'aîné que notre ami Thierry Roland se récite quand il sort du stade. Fallait-il qu'il me l'amputasse, hein? Vous vous souvenez? Agressif. Ouais. Ça aussi, dites donc, ça c'est un drôle de morceau de bravoure, hein? Oui, il y a les non-merci aussi comme grande tirade. Et puis alors, il y a la dépense physique là, hein? Oui, ça bouge beaucoup, surtout dans la mise en scène de Denis, vraiment. Où il a voulu... C'est un rôle qu'on transpire? Ah oui, je finis vidé, épuisé, exsangue. Oui, c'est très physique. Vous pouvez pas vous en aller tout de suite, faut vous reposer un peu. Ouais, enfin, je mets un petit temps à redescendre un peu. Voilà, au bout de 3 heures, j'ai un peu de revenir dans la réalité. Un petit moment, comme ça, un petit sas avant de... Ouais, ça vide beaucoup. Mais il va falloir changer votre costume. On va le changer, oui. Il doit être un peu usé par la sueur. Hein. Exactement, on va le changer. Oui, moi j'étais au premier rang et l'odeur m'a alerté. On va le changer très vite alors, d'accord.
Un autre témoignage, mais celui-là dépasse la comédie française, c'est la soif de reconnaissance qu'éprouve le comédien. Et c'est Pierre Richard qui nous avait alertés. C'est un des rares métiers où il faut être connu pour être reconnu. Et ça, c'est terrible. Du coup, le comédien, celui-là, fait un peu de tout pour se faire remarquer. Il parle plus fort que les autres, il rit plus fort que les autres. Et puis même, au besoin, il le glisse dans la conversation. Pardon monsieur, vous avez l'heure? Il me dira, oh ben il est 23h30, ça fait bien 1 heure que je suis sorti de scène. Alors, vous êtes comédien, on ne peut rien vous cacher. Vous en connaissez des comme ça, Jacques Balutin? Bon, tous les comédiens sont un peu comme ça. Ouais. C'est normal, je veux dire. On fait pas ce métier pour être inconnu, je veux dire. Mais qui disent, sauf que quand on est très connu, on n'a plus besoin de rappeler le métier qu'on exerce. Non, bien sûr que non. Mais même quand qu'on croit qu'on est connu et que les gens vous disent bonjour Monsieur Baradin, tu vois, on redescend, on redescend vite. Il y a des leçons d'humilité qu'on vous donne tout le temps. L'autre jour, il y a une femme qui vient vers moi qui dit vous. Alors bon, elle était jeune, elle était pas mal, je commence à frétiller. Ah, ce que je vous aime. Bon. Ça commence bien, hein. Et elle me dit, je peux vous embrasser? Ça se refuse pas. Et elle m'embrasse et on s'embrasse. Elle me dit, ah, quel plaisir quand je vais raconter ça. Ah là là. Et puis, elle me dit, en baissant la voix, au fait, comment vous vous appelez? C'est marrant, vous étiez à côté d'un stade? Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h, c'est sur RTL. Jusqu'à 18h sur RTL, vos grosses têtes, Philippe Bouvard et aujourd'hui Michel Villermoz de la Comédie Française. Thierry Roland, l'Élysée vous a pas pressenti pour un poste parce qu'on débauche les journalistes, hein? Non. Bon, pourquoi un conseiller sportif? Bien sûr, tu regardes bien au sport. Parce que Madame Bachelot, elle s'y connaît en sport? Oh, je pense un petit peu. Mais si elle a besoin de conseils, on lui en donnera. Il y a des mecs derrière. Entre Bachelot et Boutin, Sarko, il va être tout petit entre les deux. Madame Boutin, vous voyez, on s'en était moqué ici. On va continuer. On avait dit, il n'y a que Monsieur Boutin qui vote pour elle. Sans le savoir, d'ailleurs. Et puis, total, elle se retrouve avec un ministère, Madame Boutin. Il fait quoi, Monsieur Boutin? Monsieur Boutin, il est philatélicien. Il est le mari de Madame Boutin. C'est un plein temps. Il a un métier? On ne sait pas, il faudrait savoir. On ne sait pas. Mais elle s'est fait recolorer parce qu'elle était blonde à une époque. Oui, maintenant elle est un peu rousse. Elle est brune rousse. Elle va s'occuper du logement. Du logement, du social. Bien. Ça sera très bien. Ce sera sûrement des logements pour personnes mariées. Hein. Ah bah oui, elle est très à cheval sur les principes. Sur le plan des mœurs. Elle est venue au théâtre il n'y a pas très longtemps. Elle vient, elle rigole avec... Oui. Elle n'a pas l'air comme ça. Non. Elle a tout compris, apparemment. On lui envoie des fiches après. Mais elle n'a pas béni la salle avant d'entrer ou fait venir un exorciste parce qu'elle est très pieuse comme femme. Elle a embrassé la caissière, ça revient au même. Il y a beaucoup de politiques qui viennent à la Comédie Française. Oui, notre président est venu voir Cyrano. Ségolène Royal était venu aussi. Oui, il y en a pas mal. Juppé est venu aussi. Oui, il y a une tradition comme ça un petit peu. Juppé, il aime bien. Ça fait longtemps qu'il porte le chapeau, lui. Hein. Non, mais Royal était venu. Oui, elle est venue voir Cyrano. Oui. Sarkozy était venu, mais il s'est barré à l'entracte. C'est pas vrai. Si. Envie de courir. Il y avait quelqu'un devant lui. Et peut-être parce qu'il connaissait la fin. Non, mais il était officiellement rappelé par le ministère de l'Intérieur. Donc, il fait le coup à chaque fois, ça. Voilà. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment un homme de théâtre, vraiment comme Chirac. Chirac est jamais venu aux Français en 15 ans. Non, jamais. Il est jamais venu. Jamais. C'est pas son truc. C'est faux, il aime pas le théâtre. Il aime que le sumo. C'est curieux parce qu'il y a des bières qu'on peut boire à l'entracte. Hein? Il n'y a peut-être pas de Corona, mais enfin. Ouais. Oui, puis à l'entracte, il y a des Inuits, des Esquimaux. Cela dit, hein, il faut aussi prendre avec des pincettes l'assiduité des hommes politiques dans les spectacles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le général de Gaulle, il ne manquait pas un spectacle de l'opéra et il venait avec des boules pièces parce qu'il n'aimait pas l'opéra. Mais il y allait quand même. Parce qu'il y allait parce que c'était des spectacles offerts à nos hôtes officiels. Protocolaires. Il y a beaucoup d'abonnés.
Ah oui, il y a beaucoup, je sais pas combien ça se chiffre, mais il y a beaucoup d'abonnés. Ah oui, ça marche bien. Enfin, et beaucoup de jeunes. Puis Muriel Mayette, la nouvelle administrateur, veut développer justement une politique par rapport aux jeunes, vraiment faire venir beaucoup, avoir un lien avec l'éducation nationale. Elle va faire des billets à 20 € comme Jacques Lang au Parti Socialiste. Oh, c'est même moins que ça. On peut rentrer pour moins que ça la Comédie Française. Hein. Pour 10 €, on peut. Pour 10 €. Ah oui, on n'est pas forcément installé à l'orchestre. On est au Poulailler, non? Oui, au Poulailler, au Paradis, 3e balcon, mais où on voit et on entend quand même. Et pour 10 €, on peut aller à la Comédie Française. Hein. Il y a parfois des fauteuils libres, rarement, hein. Si, il y a de la place. Pour Cyrano, c'est vrai que ça a été un gros succès, mais il y a d'autres spectacles où on peut venir comme ça le soir et trouver de la place. Et Molière, alors, c'est quand même votre saint patron, non? Ah oui. Celui-là, il n'a pas fait un chef-d'œuvre, il en a fait une ribambelle. Hein. Ouais, ça a toujours autant de succès. Oui, toujours. C'est la maison de Molière, c'est une tradition. C'est vrai que c'est plus difficile dans ce théâtre dès qu'on nous montre des textes contemporains. Là, Muriel Mayette a monté Le Retour au désert de Coltès. Coltès qui est un grand auteur contemporain. Et c'était le désert, vraiment? Pas le désert, mais c'est vrai qu'on a. Il y avait moins de monde. Il y a moins de monde. Oui. Malgré le fait. Généralement, dans le désert, il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, on croise rarement, mais bon, c'est vrai que il y a pas foule. C'est pas le lieu. La Comédie Française. Enfin, c'est aussi le lieu pour présenter des auteurs contemporains. Il y a une salle qui est plus portée sur le nouveau répertoire. Oui, le Vieux Colombier ou le studio à la Pyramide du Louvre, où là, il y a des textes peut-être plus difficiles. Alors, du nouveau dans la peinture, Monet, ça vous dit quelque chose, Monet? Oui, Monet. C'est les pièces. C'est une chanson des Pink Floyd. Monet. Oui, Time, Sis Monet. Bon, bref, un ophtalmologue américain a étudié ces tableaux et il s'est aperçu qu'il était sourd. Daltonien. Non, contrairement à ce qu'on pensait, il n'était pas devenu abstrait vers la fin de sa vie, mais il avait, comme dit Bernard Mabille, été atteint d'une cataracte. Il voyait plus bien les couleurs et les formes. Alors on s'était dit, tiens, il trahit les impressionnistes. Pas du tout. Pas du tout. Il pensait toujours faire de l'impressionnisme. De la même façon que Beethoven pensait qu'il était peintre parce qu'il était sourd. Voilà. Ah, mais on en découvre des choses. Hein. Ça arrive chez les politiques aussi. Ils oublient les couleurs. À un moment, ils savent plus très bien. Oui, ça pue. Puisque j'ai quelques secondes, je vous rappelle que demain, il y aura un enregistrement des grosses têtes à 10h dans le grand studio RTL. Pour ce soir à 18h, RTL Soir, Patrick Cohen. À 18h30, le grand juron, Laurent Gérard. Et pour le moment, suite et fin des grosses têtes avec Philippe Bouvard, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Thierry Roland, Jean-Jacques Perroni, Jacques Balutin et son invité d'honneur, Michel Villermoz. Question de Monsieur Vérin. Qu'était au XIVe et au XVe siècle un braquemar? Une arme. Oui, exactement. Une petite dague. C'était non. Une épée qui avait quelle particularité, Monsieur Balutin? Elle avait un col roulé, un gros pommeau qui protégeait la main. Non, elle avait deux. Elle avait deux côtés affûtés. Deux tranchants. Exactement. Très bien, bravo. C'est une bonne réponse de Jacques Balutin et de Jean-Jacques Perroni. Question de Monsieur Félix de Poitiers. Au Japon, qu'est-ce qu'un onagata? C'est un sumo, ça? Non, c'est un comédien. Mais quelle particularité? Il joue les rôles de femmes. Il joue les rôles de femmes. Ça, oui. Bonne réponse de quelqu'un qui a commencé de cette façon. Bernard Mabille et Jacques Balutin. T'as joué les rôles de femmes, toi? Hein? T'as joué les rôles de femmes? Si Philippe le dit. Hein? Non, jamais. Ah bon? J'aurais bien aimé. Je croyais que vous aviez été travesti au début. Non. Ah, mais c'était pas au théâtre, c'était dans le bois. Vous me rassurez. Que je l'ai pas su. Derrière le stade, là où passe Thierry. Question de Monsieur Folenfant. Comment s'appelle la boule rouge du billard? Elle a un nom? Du billard? Oui. La mère. Et d'ailleurs, la belle-mère. C'est un substantif qui a donné lieu à un verbe qu'on emploie parfois la carambole. Oui, exactement. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et quand on dit caramboler, ça va plus loin que le billard. Qu'est-ce que Noé, demande Madame Brémond, fut le premier être humain à voir? Un bateau. Non. L'horizon. Non. À voir. À voir? Oui, c'est le premier qui ait vu ça parce que c'était un signe du Seigneur. L'aurore boréale. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Bravo. Bravo, Thierry.
Toute la salle est debout. On est content pour lui. Qu'est-ce qu'on est content. C'est des grands jours. Il parle en dormant et parfois ça tombe pile au moment. Et d'ailleurs, quand il pleut sur le stade de Padoue, il y a un arc-en-ciel formidable. Voilà. Quand les grosses finissent. On est toujours ému d'assister à votre réveil. Ça nous fait entrer un peu dans votre intimité. Je sais, Philippe, je sais. Moi, je vous ai vu dormir des heures et des heures. Bien sûr. Alors et vous osiez pas me déranger? Alors qu'on vit pas ensemble. Ben non. Question de Madame Cauchois. En 1945, quelle actrice Sacha Guitry demanda-t-il en mariage et qui refusa? Arletty. Arletty. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il sait tout, vous savez, tout. Tout. Impressionnant. Hein. Il en est, même, je dirais même angoissant. Ouais. On ne connaît que l'arc-en-ciel, mais Jean-Jacques... Parce que quand on sait avec quoi il arrose sa culture... Question de Monsieur Amorin. Pendant la guerre de 70, pourquoi les Prussiens dressaient-ils des faucons? Pour tuer les pigeons qui apportaient les messages. Exactement. Bonne réponse de Jacques Balutin. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ouais, mais là, le temps que le cerveau se mette en route, on a... Là, il y a un vrai stratège, là, tu comprends? Balutin, si vous saviez, Monsieur Villermoz, quand ses parents me l'ont amené pour la première fois, il savait même pas lire. Aujourd'hui, c'est un de nos meilleurs répondeurs. Maintenant, il sort de Saint-Cyr. Je suis un répondeur automatique. L'histoire du jour, elle a été envoyée par Monsieur Fayolle de Vimoutier. Elle va être racontée par Balutin et je vous préviens tout de suite, c'est une histoire de spectacle. Oui, c'est deux femmes qui sont à l'opéra, elles sont assises et au milieu d'elles, il y a une place vide qui les sépare. Alors au cours de l'entracte, elle lit connaissance. Je m'explique pas ce fauteuil vide entre nous alors qu'on refuse du monde. Et l'autre, c'est celui de mon pauvre mari. Vous avez retenu nos places bien avant sa mort. Enfin, écoutez, je suis désolé. Mais vous n'avez pas pu en faire profiter quelqu'un, un parent, un ami? Ben non, ils sont tous à l'enterrement. Elle est terrible. Terrible. Ah, puis sûrement une histoire vraie. Hein. Oh bah oui. Dernière citation que nous devons à Monsieur Grolet-Gagny qui a dit que l'Académie devait être amusante avant l'invention funeste de la pénicilline. Il y avait 4 ou 5 élections par an, ça faisait du va-et-vient. Des proches? Non. Quelqu'un d'Académie? C'est plus vieux que ça. Oui. Pagnol? Non. Et mort? Non. Jean Dutour. Jean Dutour. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et puis un grand merci à Michel Villermoz d'être venu jouer. Et pour une fois, il n'a rien perdu, je l'espère, mais il n'a rien gagné non plus que notre considération. Le grand jeu des grosses têtes. Mes prochains invités seront Nelson Montfort et Charles Pasqua. Merci, bravo, à demain.